Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai laissé tomber la veste parce qu'on n'a pas l'habitude d'hiver comme ça en France, surtout dans l'est de la France. Quand on arrive là, c'est agréable, hein, mais il y a un temps d'acclimatation quand même. Alors merci beaucoup à l'association de me donner l'opportunité de parler d'un sujet que j'aime bien, qui m'intéresse. Merci au président, M. Bourouba. Merci à Coïs aussi, je ne sais pas où il est. Il mon ami qui vient à Nancy, lui. Il sait ce que c'est l'hiver nancéen. Voilà. Alors je vais vous parler, au début, le titre, j'ai un tout petit peu modifié le titre, vous verrez. Je voulais parler un petit peu de demain aussi, parce que demain, pour vous aussi, c'est intéressant. Il n'y a pas que la scintigraphie myocardique, il y a la tomographie par émission de positons, parce que vous l'aurez, de toute façon. Alors ce ne sera pas les indications de la cancérologie. En France, maintenant, il y a pas mal de caméras TEP, et le 95% ou 90% des examens, c'est de l'oncologie, bien sûr. Mais dans certaines indications, en neuro puis en cardio, il y a vraiment des indications intéressantes, et on rend service avec la TEP aussi, en cardiologie nucléaire, donc il faudra s'adapter à ça aussi. Alors j'avais prévu de vous parler, mais ça a été fait bien mieux que moi par quelqu'un juste avant, le docteur Bougalem, sur les indications reconnues, parce que c'est... Mais je vais résumer très rapidement, c'est quand même intéressant. Ce sont les recommandations européennes qui ont été publiées en 2019, qui font suite à... Ça a été fait en 2018, mais c'est quand même vraiment intéressant. Donc je n'hésite pas à vous les remonter, même si moi je ne suis pas du tout coronarographiste, angioplasticien. Parce qu'en dehors du cas de figure, ça sont les indications de classe 1. Classe 1, c'est des indications indiscutables. Ensuite, c'est pour être réalisé. Classe 2 et classe 3, ne doit pas être indiqué. Classe 1, c'est le consensus en Europe sur l'indication de ces techniques de vascularisation chez les patients ayant un angor stable, une insuffisance coronaire stable. Bien évidemment, les symptômes, quand il y a un angor rebelle au traitement médical, ça c'est tout à fait évident. Bien évidemment aussi, lorsqu'il y a une ischémie suffisamment sévère, ce n'est pas simplement la présence ou l'absence, mais il faut que l'ischémie touche plus de 10% du volume ventriculaire gauche. Puis vous avez vu les seuils, comment ils avaient été évalués sur les études qui vous ont été présentées auparavant par M. Bougalem, ou la réserve de flux coronaire. Lorsque il n'y a pas eu de test d'ischémie, la possibilité, c'est de faire ce test de réserve coronaire, voir s'il est positif, négatif. Voilà. Ça, c'est une indication de classe 1. Il y a un certain nombre d'autres indications qui sont des atteintes coronaires, des schémas d'atteinte coronaire comme l'atteinte du tronc coronaire gauche, l'IVA proximale, des atteintes multitronculaires avec une altération de la fonction ventriculaire gauche. Et ça fait appel à des études dans lesquelles, notamment le pontage, a montré un impact pronostique positif. Mais ce qui est intéressant, c'est le petit C qui a en index devant chacune de ces différentes indications que vous voyez ici. Et le petit c dit, oui, c'est possible de faire effectivement une revascularisation dans cette situation-là, mais il faut qu'en plus, et vous le voyez en bas sur la diapositive, qu'il y ait une preuve d'ischémie, c'est-à-dire une ischémie par un test d'imagerie notamment, ou des anomalies lors du bilan hémodynamique. Donc il y a vraiment, je crois qu'on peut être, pour le présent et pour l'avenir, relativement confiant sur les tests fonctionnels, et en premier lieu desquels les tests d'imagerie fonctionnelle, comme la scintigraphie myocardique. La deuxième partie qui est intéressante aussi, et ça c'est un vrai changement quand même depuis quelques années. Moi j'ai été éduqué en France, j'ai fait ma formation, où on disait toujours, le premier examen à faire, c'est l'épreuve d'effort ECG, il n'y a pas de problème, il faut toujours commencer par une épreuve d'effort ECG, quelle que soit la probabilité pré-test. Et là, on l'a bien vu, M. Bougalem vous l'a montré lui aussi, c'est plus le cas dans les recommandations européennes. On considère que l'épreuve d'effort ECG a une sensibilité trop faible pour être un test, ça a de valeur que si c'est nettement positif, et ça a une sensibilité en tous les cas trop faible pour être utilisé en première ligne. Et puis ce sont les techniques d'imagerie non invasive, dont la scintigraphie, dont l'écho de stress, l'IRM, qui sont proposées dans ce cas-là en première ligne. Alors une tendance aussi, après je finirai sur ces tendances-là, mais une tendance aussi, c'est la place de l'imagerie TEP. En fait, l'imagerie TEP est utilisée pas mal, alors pas du tout en France parce que c'est pas remboursé, mais c'est utilisé en Belgique, en Allemagne, c'est utilisé surtout aux États-Unis. En fait, c'est le rubidium avec un générateur, c'est quand même facile. Une fois qu'on a une gamma caméra
d'utiliser ces systèmes-là. Puis effectivement, alors l'un des problèmes, c'est que c'est uniquement pharmacologique, il n'y a pas de technique, on ne peut pas le faire à l'effort, par exemple. Mais dans ces conditions-là, on a un certain nombre de renseignements, notamment sur la réserve coronaire, et la technique qui est la mieux corrélée à la réserve de flux coronaire hémodynamique dont on vous a parlé avant, c'est quand même ce TEP pharmacologique au rubidium. Et ça c'est une prise de position de la Société de médecine nucléaire et de la Société de cardiologie nucléaire américaine en disant, en test de dépistage, s'il faut utiliser une technique d'imagerie, plutôt utiliser l'imagerie TEP si on ne peut pas faire une épreuve d'effort physique au patient. Alors ça, c'est un petit peu nouveau. C'est le fait de dire l'imagerie TEP, et notamment rubidium, il y a un peu d'ammoniac, mais c'est surtout rubidium aux États-Unis, doit être la technique d'imagerie préférée en première ligne chez les patients qui ne peuvent pas faire d'épreuve d'effort. Alors, ils sont quand même très pro-épreuve d'effort. S'il y a une épreuve d'effort, ce n'est pas l'épreuve d'effort ECG, c'est l'épreuve d'effort en scintigraphie. Mais si on ne peut pas faire l'épreuve d'effort, c'est plutôt, effectivement, quitte à faire un test pharmacologique, peut-être faire une technique d'imagerie TEP. Alors ça pose des problèmes de coût, notamment. C'est pas remboursé en France, et puis quand même, le coût de l'imagerie TEP est nettement supérieur à celui de l'imagerie SPECT. Et donc, en conclusion, l'avantage énorme quand même de la scintigraphie de stress, c'est quand même sa capacité à être utilisée au décours d'un stress physiologique qui est l'épreuve d'effort. Je pense qu'il faut vraiment bien prendre conscience de ça, parce que nos patients, quand ils vont sortir du service de médecine nucléaire ou du service de cardiologie ensuite, qu'est-ce qu'ils risquent en fait? Ils ne risquent pas d'avoir une injection d'adénosine ou de régadénoson, hein. Le risque est faible dans la vie de tous les jours, voilà. Par contre, ils feront des épreuves d'effort, au moindre effort quelquefois, ou des efforts importants dans leur vie de tous les jours. Et ce qui va refléter les stress auxquels sont soumis les patients dans la vie de tous les jours, sous leur traitement, c'est quand même un stress physique d'épreuve d'effort sous traitement anti-angineux. Et ça, c'est quand même un avantage, il faut vraiment l'avoir bien en mémoire. Une imagerie de stress, c'est l'imagerie, mais c'est le stress. Il y a 50% du résultat qui dépend quand même de la technique de stress, et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer d'abord ce cas clinique. Je l'ai voulu, on m'a dit atelier, donc j'ai fait des trucs un peu interactifs. Donc, je vais vous montrer ce cas d'un patient qui est asymptomatique, qui est traité par bêta-bloquant, mais il y a 10 ans plus tôt, il avait eu des épisodes douloureux, pas très typiques, et la coronarographie avait montré une occlusion de l'artère coronaire droite bien revascularisée. Comme il ne se passe pas grand-chose, on a décidé de le traiter médicalement comme ça, voilà. Donc, vous pouvez voir, les scintigraphistes peuvent voir que l'image est tout à fait normale, aussi bien l'image de perfusion sur la gauche que l'image synchronisée sur le CG en termes de fonction. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire chez ce patient? Est-ce qu'il faut... Et ça a été fait sous bêta-bloquant quand même, donc quand on fait un test d'effort sous bêta-bloquant, on est moins sensible. Voilà. Est-ce qu'il faut refaire le test en ayant arrêté le traitement, à votre avis? Peut-être qu'on sera plus sensible et qu'on mettra en évidence une anomalie. Est-ce qu'il faut refaire le test, mais sous traitement vasodilatateur? Si on fait adénosine, dipyridamol, régadénoson, on sera beaucoup plus sensible dans ces conditions-là. Il y a des chances de démasquer une ischémie. Est-ce qu'il faut de toute façon faire une revascularisation coronaire, puisqu'on sait que tout est viable, il a une occlusion coronaire, tout est viable, hop là, c'est bon, on va faire Ce sera difficile 10 ans plus tard de déboucher l'artère, mais bon. Ou simplement dire c'est parfait et on continue le traitement anti-angineux. Alors à votre avis, quelle est la 4? Depuis que tu as ton diplôme, c'est... Alors, effectivement, oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Enfin, je pense que les cardiologues sont d'accord avec ça. Il n'y a pas de... Voilà, par rapport aux indications que je vous ai montrées avant, on n'est pas du tout dans des indications de revascularisation. C'est un stress physiologique. Là, on a l'image du risque d'ischémie qu'aura le patient dans la vie de tous les jours sous son traitement en bêta-bloquant. Donc, il faut continuer comme ça. Et ça, c'est un vrai avantage de la scintigraphie de stress que de pouvoir évaluer les patients dans les conditions de la vie courante, sous traitement, tels qu'ils sont dans la vie courante. Alors pourquoi, de temps en temps, ça c'était des cas de figure qu'on cachait il y a encore 15 ans, on dit c'est pas sensible, il a une artère coronaire occluse et pourtant il n'y a rien du tout, c'est incroyable.
Alors parce qu'il y a des circulations de suppléance, ça vous en savez quelque chose. Puis il y a les médications anti-angineuses, c'est quand même très puissant. Les bêta-bloquants notamment, ça peut nettoyer vraiment une ischémie, rarement complètement comme c'est le cas ici, mais vraiment la diminuer jusqu'à ce qu'elle soit au-dessous d'un seuil de significativité, au-dessous de 10% du VG. Alors, je vais vous montrer une illustration de ça, qui est une étude qui est quand même assez récente, hein, qui vient du service, mais qui a été faite en 2003. À l'époque, c'était même des scintigraphies au thallium, mais où nos cardiologues avaient l'habitude de nous envoyer les patients avant de les dilater sous traitement anti-angineux, quand les dilatations étaient compliquées, pour voir s'il restait une ischémie, et puis s'il y avait une ischémie, sur quelle artère elle se trouvait, pour guider un petit peu l'intervention. Et donc, on a eu comme ça plein de patients traités qu'on a suivis à très long terme. Et vous voyez ici les courbes de survie en fonction des résultats de la scintigraphie faite chez des patients coronariens traités par bêta-bloquants à long terme. Et ça, c'est la survie sans infarctus, pour être tout à fait précis. Et vous pouvez voir que la moins bonne courbe de survie, en fait, c'est la courbe de survie des patients qui ont un infarctus étendu, qui est ici. Et puis ensuite, il y a les patients qui ont une ischémie sous traitement. Et effectivement, là, au bout de 5 ans, vous voyez que le taux d'infarctus ou de décès est quand même assez important. Hop là. Et par contre, chez les patients qui n'ont pas d'ischémie et qui n'ont pas d'infarctus sévère, sous bêta-bloquant, la survie sans infarctus est vraiment très bonne, est vraiment excellente. Hein. Alors ça veut dire quoi? Il est traité médicalement. Hein. Ces patients ont été, voilà, en tous les cas, le suivi a été arrêté au moment où il y avait une intervention, s'il y avait une intervention. Et pourtant, dans ces patients qui n'ont rien du tout, comme le patient que je vous montre en exemple ici, si on avait fait un test au dipyridamol, si on avait fait autre chose, on aurait très probablement mis en évidence des anomalies. Si on avait arrêté le traitement bêta-bloquant, on aurait mis aussi très probablement en évidence des anomalies. Mais ce qui compte, c'est ça, c'est le gros impact de l'effort, c'est son caractère extrapolable aux conditions de la vie courante, y compris le traitement anti-angineux des patients. Et un point important, je vous ai dit que dans l'imagerie de stress, la technique de stress, c'était 50% du résultat. C'est vrai, on discute beaucoup, scintigraphie, écho, IRM, qu'est-ce qui marche le mieux. Mais la technique de stress, franchement, les conditions de stress, c'est très important. Et la scintigraphie, on peut la faire à l'effort. Là, c'est une étude, elle aussi, assez ancienne. Plus je vieillis, plus je monte des études anciennes, ça me démoralise un peu, mais bon, c'est comme ça. 40 patients qui étaient des coronariens connus et qui avaient donc tous des sténoses supérieures à 50% et un test d'effort positif. Et ces patients ont eu des tomoscintigraphies de stress à l'effort et des tomoscintigraphies avec un vasodilatateur, le dipyridamol. Et vous avez ici, ce tableau montre les corrélations individuelles entre l'étendue des anomalies qu'on observe à l'effort et l'étendue des anomalies qu'on observe avec le test au dipyridamol. Alors vous pouvez voir qu'ils ont pratiquement tous des tests positifs, donc si on fait le compte-rendu, on va dire que ce n'est pas normal pratiquement pour tous les patients, quelle que soit la technique de stress, mais le compte-rendu sera très différent et la sévérité de l'anomalie qu'on va voir sera très différente, puisque vous pouvez voir qu'ici, par exemple, ce patient, il a 15% d'ischémie à l'effort, hop là, et il a 50% sous dipyridamol. Et par contre, et vous avez aussi l'inverse, de patients qui ont 10 à 15% d'ischémie sous dipyridamol et qui ont 35% d'ischémie à l'effort. C'est-à-dire que là, le choix, il n'y a pas que le choix de la technique d'imagerie, il y a vraiment le choix de la technique de stress, et ça, c'est tout à fait capital. Alors, comment on explique ces cas où le dipyridamol montre des anomalies plus importantes? C'est le cas de figure, comme l'exemple que je vous ai montré. C'est fait sous traitement bêta-bloquant, donc on ne sollicite pas toute la réserve coronaire. L'augmentation du débit coronaire sollicité sous bêta-bloquant, elle est bien évidemment plus faible. Et donc, on va démasquer avec le dipyridamol des zones d'ischémie plus importantes. Alors, ça a un sens si on veut identifier un patient coronarien, mais si on veut une information pronostique sous traitement médical bêta-bloquant, la vraie ischémie, c'est celle qui est observée à l'effort sous traitement bêta-bloquant. Et puis, les autres, les patients qui ont il y a pas mal de patients aussi, qui ont pratiquement la moitié, qui ont des ischémies plus étendues à l'effort que sous dipyridamol. Et dans ces cas-là, ça correspondait à des sténoses intermédiaires, 50 à 70%. Ce n'était pas des sténoses très sévères, 50 à 70%. Et l'interprétation qu'on en avait fait, c'était que dans ces sténoses, il y a une certaine proportion de ces sténoses qui ont une vasoconstriction d'effort. C'est de la pathologie de l'endothélium. Et alors ça a été montré dans des études encore plus anciennes où on faisait de la coronarographie d'effort. Effectivement, pas dans les sténoses très sévères qui sont à 90%, mais dans ces sténoses modérées.
il peut y avoir une vasoconstriction d'effort qui se démasque à l'effort, qui crée un surcroît d'ischémie, mais qu'on ne voit pas du tout avec un test avec des vasodilatateurs, par exemple. Alors c'est important parce que, très honnêtement, l'effort, même si la qualité de l'imagerie TEP est indéniablement meilleure que la qualité scintigraphique, vous verrez bientôt, quand vous verrez, mais c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'en scintigraphie, on peut faire cette technique à l'effort. Voilà, c'est vraiment un avantage que n'a pas l'IRM, c'est sûr, que n'a pas l'échographie, ou difficilement. Faire de l'échographie d'effort, on en fait dans mon centre, mais c'est quand même des patients échogènes qui sont capables de pédaler comme sur un pédalo assez vite. C'est quand même assez compliqué. Donc ça, c'est un vrai avantage de la scintigraphie, être capable de faire un test physiologique à l'effort. Alors un deuxième exemple ici, pour illustrer l'intérêt des scintigraphies d'effort, un homme de 60 ans, 75 kg, 1m72, qui a eu des épisodes de douleur thoracique atypique depuis 8 jours, au repos, non rythmé par l'effort. Voilà. Donc c'est une douleur atypique. Le sujet est normal. Alors il est quand même diabétique, hypertendu, dyslipidémique, même s'il n'est pas très gros. Et puis il peut faire une épreuve d'effort, mais il a quand même une HTA assez sévère. Il est traité par bêta-bloquant. En fait, on lui a fait une scintigraphie d'effort sous bêta-bloquant. L'épreuve d'effort sous traitement, ça c'est les résultats. Je vous les présente comme si on avait fait à part une épreuve d'effort ECG. En fait, c'est l'épreuve d'effort ECG qui a été faite pendant la scintigraphie, 100 watts, une fréquence, donc c'est maximal, 87%. Tension artérielle sous bêta-bloquant, qui est bien. Et le test d'effort, il est quand même positif, avec un sous-décalage, 1,5 mm de douleur. Donc voilà, on est quand même, c'est pas sensible, mais c'est quand même assez spécifique, l'épreuve d'effort ECG, quand on a ce type d'anomalie. Alors à votre avis, dans ce cas-là, l'insuffisance coronaire, elle est quand même peu probable, parce que les douleurs, elles sont atypiques. Bon. Est-ce qu'elle est peu sévère? Réelle, mais peu sévère. Réelle est plutôt sévère. Et réelle est très sévère. Alors c'est difficile, la distinction entre peu, plutôt et très, c'est un peu subtil, mais bon, je n'ai pas trouvé mieux. Dites-moi, à votre avis, qu'est-ce que vous diriez comme ça? Moi, je connais la fin de l'histoire, donc j'ose pas vous le dire, mais moi, je vais vous le dire quand même. Moi, je mettrais plutôt sévère. Voilà. Une épreuve d'effort sous traitement bêta-bloquant, positif comme ça, c'est... Voilà. T'es d'accord? Et donc, je vais vous montrer les scintigraphies. Peut-être que le cardiologue, s'il avait fait juste une épreuve d'effort, il l'aurait envoyé directement à la coro. Mais bon, et il n'aurait pas eu tort, parce qu'on est quand même dans un cas de figure où c'est relativement spécifique. Donc voilà la scintigraphie. Bon, là, je repose les mêmes questions, et là, franchement, ça touche au moins deux territoires coronaires. Il y a l'APEX, la région antéro-apicale qu'on voit ici, et puis il y a la région inférieure aussi, voilà, deux territoires coronaires. Bon. Et puis ce qui est intéressant, c'est le Gated. Il faut vraiment utiliser le Gated. Le surplus d'informations utilisées pour le Gated, non seulement les acquisitions synchronisées, non seulement ça augmente la spécificité des anomalies, Vous savez que quand on a une ischémie, une petite crotte de rien de moins de 10% réversible, s'il y a des anomalies de cinétique réversibles, on a une spécificité de plus de 90%. C'est quand même bien démontré, donc il faut le savoir. Faut vraiment... Et puis là, ce n'est pas pour illustrer ça, mais c'est pour illustrer l'information pronostique. On voit que les zones qui sont ischémiées, les zones apicales, les zones inférieures, eh bien, présentent des anomalies de la contractilité en post-stress, ici, qui sont complètement réversibles. Bon, j'ai mis la réponse, tant pis. Qui sont complètement réversibles au repos. Voilà. L'effort post-stress, ce n'est pas de l'effort pendant le stress. Faut bien avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire que c'est un enregistrement, on a des anomalies de cinétique, alors que l'enregistrement, il est fait 10, 20, 30 minutes après. Donc ça veut dire que l'ischémie, elle est suffisamment sévère pour qu'on voit des anomalies de contractilité 10, 20, 30 minutes plus tard. Donc c'est vraiment une ischémie sévère. Avec une baisse de la fraction d'éjection, une augmentation du volume. Là, on est dans la catégorie ischémie très sévère, et effectivement, il faut... Voilà. Et ça, c'est possible à l'effort. Des anomalies de cinétique post-stress comme ça, en dipyridamole, on les voit beaucoup moins. C'est pas trop ischémiant. C'est ischémiant dans les sténostress sévères. Il y a une espèce d'effet Venturi, de vol coronaire. Mais à l'effort, par contre, oui, il y a une ischémie, il y a généralement une anomalie de cinétique associée. Et ça donne des informations diagnostiques. Quand il y a des anomalies de cinétique, ça accroît considérablement la spécificité de l'examen. Il y a beaucoup moins de faux positifs. Et puis, ça donne des informations pronostiques
extrêmement importante. Donc voilà tout ce qu'on peut obtenir avec l'épreuve d'effort. Tous les paramètres de l'épreuve d'effort ECG ne sont pas achetés, loin de là. Hein, la fréquence cardiaque maximale atteinte, le travail maximal réalisé, le fait qu'il y ait en scintigraphie un test anormal, c'est déjà quelque chose, c'est sûr. L'étendue des anomalies de la perfusion totale, l'étendue des anomalies réversibles, c'est l'ischémie. Et puis, il y a tout ce qui est information sur le gated SPECT, c'est la fraction d'éjection en post-stress, ça c'est le meilleur paramètre prédictif du risque de décès avec ce type d'examen. Si c'est inférieur à 45%, et si ça baisse nettement entre le repos et le post-stress, alors là c'est signe d'une ischémie vraiment particulièrement sévère qu'on voit dans les tritronculaires de temps en temps, avec des volumes augmentés, puis les anomalies réversibles de la contractilité. Donc on a vu, vous avez compris, alors l'effort c'est pas simple à gérer, parce qu'il faut gérer ça, nous on gère ça avec les cardiologues. Souvent, ils arrivent en retard, ils repartent en avance. Enfin bon, j'imagine que c'est comme ça chez vous aussi. Voilà. Mais franchement, ça vaut le coup de se battre parce que c'est vraiment le gros avantage de cette technique scintigraphique, si vous pouvez le faire. Puis il n'y a pas que le vélo, il y a le tapis roulant. Nous, on fait aussi chez les gens qui ont des problèmes locomoteurs aux jambes avec une manivelle à bras. Ça marche très bien, franchement. Donc, ça vaut le coup, c'est compliqué à organiser, plus compliqué que les tests pharmacologiques, mais ça vaut le coup de se battre pour ça. Et puis il y a les techniques d'imagerie. La technique d'imagerie, maintenant, en scintigraphie, c'est beaucoup les caméras CZT. Alors c'est cher une caméra CZT, c'est sûr. Nous, on a la caméra d'Espect qui est ici, mais elle a une telle qualité d'image, et puis surtout, il y a une telle sensibilité de détection. Cette caméra-là, elle a une sensibilité de détection qui est de 7 à 8 fois supérieure à celle d'une caméra standard. C'est-à-dire que pour avoir le même nombre de coups en même nombre de temps, on pourrait injecter 7 à 8 fois moins de traceurs. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'on réduit les doses injectées. Nous, on injecte le tiers des doses standards qu'on utilisait avec les gamma caméras standards. Puis on réduit le temps d'acquisition à moins de 10 minutes au stress, enfin en 2 jours. Alors le repos après, comme on injecte un petit peu plus, c'est 2 à 3 minutes. Mais ce qui fait qu'on arrive à faire 20 patients par jour. Alors, il faut les trouver quand même, les patients. C'est pas tout à fait simple, mais et dans ces conditions-là, ça coûte cher. Mais bon, on arrive quand même à un équilibre financier très rapidement. Au-delà de 9-10 patients, en gros, on est quand même gagnant. Mais c'est cher, c'est une caméra qui vaut, on en parlait tout à l'heure, en plus, vous avez des taxes ici qui sont importantes, donc je sais que les prix ne sont pas les mêmes. Mais en France, c'est 600-700 000 euros, une caméra comme ça, une petite caméra. Donc c'est quand même assez cher. C'est difficilement compressible parce que le coût le plus important, il y a 40% de coût incompressible, c'est le coût des cristaux CZT. Voilà, déjà dedans. Donc en plus, voilà. Donc ça, et on attend que ces fameux cristaux baissent pour que ça soit un petit peu plus facile. En tout cas, avec ça, c'est tout petit. Moi, si je veux la mettre, cette caméra, dans mon bureau, à la limite, je peux. Je peux alors j'ai quand même besoin qu'ils me la règlent ensuite, mais voilà, on peut la déplacer facilement. La résolution spatiale est meilleure. L'énergie, c'est du CZT, donc ça gère beaucoup mieux tout ce qui est Compton. Et puis, il y a une sensibilité de détection qui est incroyable. Alors voilà, ça c'est une image assez ancienne, mais qu'on avait fait dans le cadre d'une étude systématique où on comparait les patients caméra conventionnelle, caméra d'Espect, la caméra CZT. Vous voyez ce qu'on observe, par exemple, chez quelqu'un d'obèse qui génère beaucoup de bruit, beaucoup de Compton, et nous, on passe des gens à 200 kilos dessus. Parce qu'en France, c'est pas les États-Unis encore, mais ça commence à le poids. Et il y a un vrai besoin pour ces gens-là. Parce que ces gens-là, je peux vous dire qu'ils ne veulent pas les voir au Coroscan, ils ne veulent pas les voir non plus au Coronaro sans rien. Si vous pouvez faire un test d'ischémie, c'est quand même intéressant. Et honnêtement, on peut le faire avec ce type de caméra. Alors, d'une manière générale, il faut reconnaître, en scintigraphie, on en discutait tout à l'heure, mais à la différence des cardiologues, on ne prescrit pas nos propres examens, donc les cardiologues font les échos de stress chez les gens qui ne vont pas trop mal, chez nous. Quelqu'un de jeune, qui a un faible risque, qui est capable de pédaler en échographie, comme sur un pédalo, c'est pour eux. Et nous, par contre, la petite dame qui est en arythmie, qui a un pacemaker, qui a 75 ans, voilà, c'est pour la scintigraphie. Voilà. Mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de techniques d'imagerie de stress qui puissent être réalisées objectivement, et on rend quand même service à ces gens-là. Mais c'est quand même une tendance en France en tous les cas. Alors voilà les résultats sur la première année en fait d'utilisation de cette caméra, où on avait divisé par 3 les doses. Et en blanc, vous avez alors les doses en millisieverts, les doses d'irradiation, sont données en fonction
du BMI, parce qu'on module en fonction du poids, en fait, les doses injectées. Et en blanc, vous avez les patients pour lesquels le stress était normal et il n'y a pas eu besoin de faire un repos derrière. Quand on fait un protocole en un seul jour, on injecte, si l'effort est normal, les patients arrêtent. Et si l'effort n'est pas normal, on fait le repos en réinjectant 3 fois la dose de l'effort. Voilà. Ce qui fait que ça multiplie quand même par 4 la dose d'irradiation. Et vous voyez que les doses qu'on a, notamment dans la population qui est relativement à faible risque, qui a une scintigraphie d'effort tout à fait normale, même chez les gens obèses avec un BMI supérieur à 30, on est à 1 millisievert. Voilà, en moyenne, on a 1 millisievert. Les gens sortent, on a une scintigraphie normale, 1 millisievert. Et ça, c'est pas le but. On sait bien que quand on fait plus, on n'est pas dangereux. Mais vis-à-vis des cardiologues, vis-à-vis des patients, maintenant, c'est bien rentré dans les mœurs. Un examen comme ça, s'ils veulent le faire tous les ans, ils le font tous les ans. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et ça permet de suivre des patients comme ça avec des examens beaucoup plus répétés. Et quand il y a les 2 examens, la dose d'irradiation, elle est 4 fois supérieure, mais on reste quand même nettement en dessous des 10 à 15 millisieverts qu'on observe classiquement avec les protocoles conventionnels. Alors ça, je ne sais pas si c'est... On peut, malgré les doses relativement faibles injectées, on peut faire des enregistrements synchronisés sur l'ECG avec 16 images avec des filtres un petit peu particuliers, mais qui sont disponibles en routine. Et nous, on avait fait cette étude au tout début en comparant, vous voyez tout en bas ici, les images de diastole et de systole avec le gated SPECT aux images d'IRM, une étude de corrélation avec l'IRM, et les anomalies de cinétique qu'on voit, comme ici en antéro-apical, on les voit bien sûr en tomo-gaité, et les corrélations en termes de fraction d'éjection, hop là, sont vraiment très bonnes, avec une petite surestimation par rapport à l'IRM, notamment les fractions d'éjection un petit peu hautes, on trouve assez fréquemment des 70% quand c'est 60%, mais quand elle est anormale, la corrélation est vraiment bonne. Alors, comme c'est un atelier, je vais vous représenter un cas clinique. Voilà les résultats. Ça, c'est de la caméra CZT. Je ne vous montre pas le Getid, là. Faites sous traitement aussi, chez un patient dont on sait qu'il a une atteinte bitronculaire, IVA circonflexe, et qui a un angor stable. Voilà, qui a un angor stable. Je ne sais plus exactement quel traitement il a, pour être tout à fait franc. Voilà. Et, à votre avis, devant une image comme ça c'est une image CZT, c'est un petit peu différent des images conventionnelles. On verra ensuite pour le diagnostic, mais votre décision c'est quoi? C'est de dire, oui, on va arrêter le traitement anti-angineux, il y a un infarctus. Eh ben non, il y a une ischémie et on va le revasculariser pour améliorer son pronostic. 3, on va le revasculariser parce qu'au moins ça va supprimer son angor et au moins améliorer sa qualité de vie, c'est important aussi. On a parlé tout à l'heure de l'étude ischémia. Ischémia, c'est négatif pour les facteurs de risque, pour tout ce qui est décès, infarctus, mais la qualité de vie est considérablement améliorée. Donc, et ça compte, parce que vivre plus longtemps, mais dans des conditions de qualité de vie médiocre, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant non plus. Et puis le 4e point, renforcer le traitement anti-angineux. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous diriez? Votre numéro je ne sais pas, c'est très... vous n'êtes pas d'accord entre vous, mettez-vous à faire une commission. On fait comme ça en France. Quand les gens ne sont pas d'accord, on les enferme. Alors, d'abord, la scintigraphie. La scintigraphie, à votre avis, c'est une ischémie ou un infarctus? C'est franchement une ischémie. Méfiance avec les CZT, le contraste, il y a beaucoup moins de bruit de fond, ce qui fait que le contraste est beaucoup plus important en fait. Donc ce qui compte dans la réversibilité, c'est pas tellement la normalisation, mais c'est l'amélioration. Et là, on voit très bien que sur l'échelle de couleur, on passe au jaune, si je puis dire. Et donc il y a une amélioration très nette de la perfusion. Et en plus, il y avait quand même une espèce de dilatation d'effort qui se réduit un petit peu au repos. Voilà. Donc franchement, c'est une ischémie. C'est une ischémie qui fait plus de 10% du VG. Donc... on peut choisir, ça dépend du traitement anti-angineux qu'il a. S'il n'a pas grand-chose, voilà, on peut lui dire, on va vous traiter, je pense. On va augmenter un petit peu le traitement, puis on va voir ce que ça donne. Et on peut effectivement faire une revascularisation. Et on est sûr que si la revascularisation complète est possible, il n'aura plus d'angor, ou très peu. Enfin, depuis que j'ai vu ton pot, j'en suis plus tout à fait sûr. Mais bon, il y a quand même de fortes chances
Et en tous les cas, les études montrent que ça améliore quand même la qualité de vie et ça diminue l'angoisse. Et puis ensuite, ça, c'est un petit peu plus discutable, hein, notamment parce qu'il y a cette fameuse étude ischémia, mais bon, on en est aux prémices, on va voir les études par sous-groupe, voilà. Très clairement, chez des patients comme ça qui ont des ischémies plutôt sévères, mais en ischémie plutôt sévère, il y avait aussi des résultats de CG, c'est quand même pas une population qui est très homogène, quoi. Donc il faudra voir dans les sous-groupes. Ce qui est très clair, c'est que revasculariser va améliorer la qualité de vie, et c'est un point très important. Mais l'amélioration du pronostic, c'est pas sûr. Mais il faut dire que ces patients, hein, c'est ce qui vous a été dit lors du topo précédent, on a tellement fait de progrès, les bêta-bloquants, les statines, des antiagrégants plaquettaires, la survie est tellement améliorée. Pour obtenir maintenant des gains supplémentaires, c'est très compliqué en fait, hein, d'un point de vue statistique. Et là, votre avis alors, sur celui-là ? C'est à peu près les mêmes questions, sauf que j'ai remplacé anti-angineux par any medical treatment. Est-ce qu'il faut renforcer le traitement médical? Est-ce qu'il faut vasculariser? Ouais. Donc là, en fait, c'est un infarctus, hein, typiquement. Voilà. Il n'y a pas de réversibilité. En plus, on est dans le vert. Alors, j'aurais dû mettre l'échelle de couleur, mais on est vraiment en dessous du niveau de 50% où la viabilité résiduelle est très faible. Donc, ça ne se pose pas la question d'une revascularisation, n'apportera rien. On ne va pas stopper le traitement, le traitement médical, bien évidemment. Il faut renforcer probablement le traitement médical, mais tout dépend de ce qu'il avait déjà, mais pas en termes de traitement anti-angineux, c'est plus en traitement d'insuffisance cardiaque, d'IEC, etc., pour prévenir l'évolution défavorable. Alors, où on en est avec ces... Quand on regarde les caméras CZT, c'est bien, hein, ça fait des très belles images, on diminue la dose, mais est-ce qu'on est plus efficace au niveau diagnostic? Quand on fait les méta-analyses et qu'on compare à ce qui se faisait avec des caméras conventionnelles, il n'y a pas, la différence n'est pas spectaculaire. Très honnêtement, elle n'est pas spectaculaire. On arrive à une sensibilité sur des méta-analyses de l'ordre de plus de 80%, 84%, en gros, voilà. Mais c'est ce qui était obtenu avec des caméras conventionnelles. Dans d'autres conditions, en injectant plus, avec des temps d'acquisition, voilà. Et la spécificité reste suboptimale. Alors, il faut se méfier, elle est ici à 0,69. Il faut savoir que ces études compilent des études souvent rétrospectives, où il y a beaucoup de biais de recrutement, en fait. Hein. Notamment, les patients sont inclus dans les études s'ils ont eu une scintigraphie et une choro. Le patient qui a un faux positif, il a une choro. Le patient qui a un vrai négatif, qui a une scintigraphie normale, il n'a pas de choro. Donc il y a un surrecrutement en faux positif. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les vrais négatifs, il n'y a pas de raison de faire une choro. Donc voilà. Donc la spécificité, elle est certainement sous-estimée, mais il n'empêche, quand on compare SPECT à PET, c'est moins spécifique. Donc il y a quand même un petit problème de spécificité avec ces techniques, et ça, il faut... essayer de traiter ça. Alors, il faut corriger. On sait qu'il peut y avoir des artefacts qui sont liés à des mouvements de patients. Il y a des logiciels qui travaillent là-dessus et ça ne marche pas trop mal. On peut le faire avec le CT. Maintenant, il y a de plus en plus de caméras hybrides avec scanner. Et effectivement, la correction d'atténuation apporte un plus. Hein, voilà, apporte un plus dans ce domaine-là. Mais le problème, ces corrections peuvent surcorriger certaines parois. On ne peut pas analyser uniquement les images corrigées par le scanner d'atténuation, comme en PET. Il faut regarder les deux pour avoir une idée. Donc ça ne marche pas si bien que ça. En tout cas, ça ne marche pas aussi bien qu'en PET.